Des séries made in Netflix, oui, j'insiste, je parle bien des séries originales, seulement visibles donc sur la plateforme, il y en a un paquet, et à travers cette liste non exhaustive et purement subjective, je vous propose, à mon sens, 10 séries absolument excellentes. The Haunting of Hill House, réalisé par Mike Flanagan, dont le dernier film sorti au cinéma cette année n'est autre que l'excellent Dr. Sleep que je vous conseille vivement. Nous allons suivre plusieurs frères et sœurs qui, enfants, ont grandi dans la demeure qui allait devenir la maison hantée la plus célèbre des États-Unis. Et ces derniers sont contraints de se retrouver pour faire face à cette tragédie ensemble. Version modernisée du roman culte américain La Maison hantée, c'est une adaptation du célèbre roman gothique de Shirley Jackson paru en 1959. The Haunting of Hill House est une série pour les fans de films d'ambiance d'horreur, je dis bien d'ambiance, fan de Stephen King, est à mes yeux sans contexte l'une des meilleures séries du genre depuis des décennies. Ici pas de véritable place au jumpscare plus ou moins démodé et souvent peu efficace, non, c'est bel et bien l'ambiance horrifique qui est au cœur de la série, et le réalisateur a réussi à transformer la maison en un personnage à part entière. Même si la série peut paraître un petit peu longue pour certains, c'est à travers justement le développement si bien écrit des personnages que l'intérêt de cette dernière est puissante, car toute famille a ses secrets. À la fois intense et surprenante, elle m'a captivé du début à la fin. Elle renouvelle et modernise le thème de la série d'horreur grâce à une réalisation qui mérite tous les superlatifs, une de mes nouvelles références. Mindhunter. Mindhunter est une série produite par l'immense David Fincher, papa des non moins célèbres meilleurs films du genre que sont Seven, Gone Girl, Zodiac ou encore un Fight Club. D'entrée savoir que ce réalisateur est au cœur du projet, c'est un gage de qualité. Elle s'inspire des livres Mindhunter dans la tête d'un profiler et le tueur en face de moi. En 1977, à l'aube de la psychologie criminologique et du profilage criminel au sein du FBI, les agents Holden Ford et Bill Tank vont s'entretenir avec plusieurs tueurs en série. Ensemble et avec l'aide de la psychiatre Wendy Crore, ils vont tenter de cerner la personnalité de certains meurtriers afin d'acquérir les connaissances nécessaires à la résolution d'affaires criminelles, s'appuyant sur des cas réels, et c'est là l'intérêt de la série, notamment celui du sociopathe Ed Kemper. Que ce soit les héros attachants, l'image ultra travaillée, j'ai parfois pensé même à la manière dont a été filmé Zodiac de Fincher, normal, c'est le même réalisateur, on y suit les pérégrinations des deux créateurs de ce qu'on en appellera plus tard les méthodes du profiler. The Witcher, allez, tournons-nous un petit peu vers de la fantasy, car ces dernières années, Game of Thrones a établi un nouveau standard dans la série, denrée particulièrement rare s'il en est, mais elle a surtout fixé des exigences nouvelles en termes de casting, d'esthétique et de mise en scène. The Witcher, malheureusement, aura à mon sens toujours cette comparaison, à tort ou à raison. Cependant, la série tirée de la saga littéraire ultra connue et ultra réputée dans le milieu, pour faire simple, The Witcher raconte l'histoire d'un sorceleur du nom donc de Geralt de Rive. Son occupation principale, chasser des monstres en échange de sommes bien rondelettes. Dans ce monde médiéval où les puissances s'affrontent et où les mages pullulent tout autant que les créatures fantastiques, Geralt verra son destin lié à celui de Yennefer, une puissante et ambitieuse sorcière, et à celui surtout de la princesse Ciri, du défunt royaume de Cintra. 3 arcs donc pour 3 personnages principaux, autour desquels gravitent pas mal de figures secondaires aussi drôles que retorses. Une fantaisie relativement traditionnelle donc, plus dans l'état d'esprit on va dire d'un Seigneur des Anneaux que dans celui d'un Game of Thrones, mais une fantaisie quand même. Et pour ma part, malgré des défauts assez majeurs, du croisement par exemple de temporalité, cela n'en reste pas moins une franche réussite, et en tout cas ça donne envie de voir la suite. Les Demoiselles du téléphone, première série originale espagnole de Netflix, bien avant La Casa de Papel, Las Chicas del Cable aborde le quotidien de 4 jeunes femmes aux horizons divergents. En 1928, les femmes étaient considérées, il faut le savoir, comme des ornements que l'on exhibait dans les soirées mondaines. Des objets qui avaient l'interdiction, on va dire, d'exprimer une opinion ou de prendre une décision. Dans cette période-là, pour les femmes, la liberté était un rêve qui semblait plutôt inaccessible. L'élan féministe et la volonté de dénoncer cet état sont 2 ambitions des Demoiselles du téléphone. Malgré des défauts certains, la série reste à mes yeux à regarder, portée par une superbe photographie et des acteurs ultra convaincants. Nous avons affaire à des femmes fortes avec du caractère qui cherchent surtout à s'imposer dans une société masculine et machiste. Et rien que pour ce thème, je vous conseille cette série qui a franchement du caractère. Bon, restons dans les productions espagnoles avec une série plus ou moins connue, nommée apparemment La Casa de Papel. Comment faire donc franchement un top 10 sans parler de cette série qui est devenue cultissime en l'espace de quelques saisons?
Mais saviez-vous qu'à la base, cette série était un flop en Espagne? En effet, bien avant qu'elle arrive sur Netflix, elle appartenait à Antena 3, une chaîne espagnole, et c'est finalement Netflix un peu plus tard qui a racheté les droits, et surtout avec un bouche à oreille que cette dernière a réussi à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, ici pas besoin de tourner autour du pot, fan de séries action thriller, cette dernière est faite pour vous. La série raconte l'histoire d'un bandit de haut vol, malin et organisé et surnommé El Profesor, qui recrute finalement une bande de malfaiteurs, chacun ayant plus ou moins sa spécialité pour mettre en œuvre le casse du siècle. Série espagnole très prenante entre thriller et trame sociale dans la lignée, je dirais, de la première saison de Prison Break. Sense8. Alors ça, c'est une série TV réalisée par Lily et Lana Wachowski, les deux sœurs qui ont réalisé la trilogie culte nommée Matrix, dont il faut savoir que l'épisode 4 est prévu pour bientôt. 8 individus éparpillés aux 4 coins du monde sont connectés par une soudaine et violente vision. Désormais liés, ils se retrouvent capables du jour au lendemain de se voir, de se sentir, de s'entendre et de se parler comme s'ils étaient au même endroit, et ainsi accéder aux plus sombres secrets des uns et des autres. Ces 8 protagonistes doivent dès lors s'adapter à ce nouveau don, mais aussi comprendre le pourquoi du comment, fuyant une organisation qui apparemment veut les capturer, les tuer ou faire d'eux des cobayes. Ici, que ce soit le scénario, la qualité de l'image et des plans, la trame suivie rend de cette série film une addiction absolue. Rentrez franchement dans cet univers, connectez-vous avec ces 8 personnages, une ouverture au monde, la démonstration de nos forces et de notre capacité à pouvoir développer nos compétences, franchement, ça en vaut le détour. C'est un pur voyage intérieur, tant spirituel je dirais que terrestre. Allez-y et foncez. Je pense pas vous décevoir sur ce coup-là. Orange is the New Black. Piper Chapman, fiancée depuis peu, est condamnée à 15 mois à la prison de sécurité minimale pour femme de Lightfield. Elle doit son séjour à son amour pour son ex, Alex Vose, dealeuse de niveau international pour qui elle a transporté de l'argent et de la cam. Cette dernière va découvrir un monde à l'opposé de son milieu d'origine, bien loin de ce qu'elle a pu apprendre en préparant son séjour carcéral. Que ce soit à travers ses multiples personnages et leurs destinées variées, cette série permet d'aborder les thématiques que l'on retrouve dans les fictions carcérales, que ce soit la tension entre les communautés, notamment entre les Noirs et les Latinas, l'éloignement avec les familles, les relations à distance avec les conjoints, la promiscuité et la perte d'intimité que cela génère, matons comportement clairement abusif, la perte de repères hors des murs, mais aussi des thèmes bien plus larges comme la drogue, l'homosexualité et l'homophobie, la perte d'identité sexuelle, le milieu social qui tend à favoriser la précarité, la maternité ou son absence, la condition féminine, bref, il serait difficile de dire que Orange is the New Black révolutionne clairement le paysage des séries, mais c'est une série où la star reste l'humain, portée par une interprétation impeccable, un humour vraiment bien dosé ainsi que des qualités techniques indéniables. Cette série est assez originale et offre un rôle important et valorisant aux femmes et donne un visage aux oubliés du rêve américain. Altered Carbon, adaptation du roman de Richard K. Morgan, renoue avec une science-fiction aussi luxueuse qu'intelligente comme on en a rarement vu sur petit écran. Quelques 300 ans dans le futur, le tissu humain est relégué au simple rang d'enveloppe interchangeable, l'âme si je puis dire d'un individu pouvant désormais être contenu et bien dans une micropuce qui est stockée à l'arrière de la nuque et donc retransférée à volonté. Dans un avenir donc pas si lointain, la mort n'est donc plus définitive, vous pouvez sauvegarder votre conscience et vos souvenirs et les réimplanter dans un nouveau corps. Cependant, ancien membre des troupes de l'élite du protectorat des Nations Unies, Takeshi Kovacs, a déjà été tué plusieurs fois. Cette fois, on le ramène sur Terre pour mener l'enquête sur un riche mania qui veut élucider lui-même sa propre mort. En effet, la police a conclu au suicide. Or, pourquoi se suicider quand on est certain de revenir parmi les vivants? Sur un aspect purement esthétique, nous avons le réel sentiment, pour ma part, de nous retrouver devant un Blade Runner. Ben oui, rien que ça, je parle bien d'esthétique. Enquête de polar, techno-thriller, action, science-fiction, romance à travers son environnement visuel de toute beauté, un casting aussi efficace qu'éclectique et une enquête à double tranchant. Altered Carbon est la preuve qu'on peut faire de véritables et bonnes science-fiction à la télévision, surtout quand on peut y mettre quand même les moyens. The Crown, Netflix franchement n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre justement à Peter Morgan, le créateur de la série, d'être à la hauteur de la dimension de ses personnages, sachant que apparemment le budget aurait été de 100 millions de dollars pour 2 saisons. C'est absolument faramineux. En toute franchise, je ne suis vraiment pas genre de ce genre de fresque sur les monarchies, mais après avoir entendu moult retours extrêmement positifs, un peu comme à l'époque du film oscarisé Le Discours d'un roi que je vous invite et je vous conseille vivement à regarder, j'ai pris sur moi, je me suis laissé complètement charmer par bien des aspects de cette série. Alors que la Grande-Bretagne se relève de la guerre et que l'Empire est sur le déclin, une jeune femme à peine sortie de l'adolescence monte sur le trône et accomplit son devoir, dotée d'une narration à montrer dans toutes les écoles de cinéma, tellement cette dernière est parfaite, un casting absolument royal pour le coup, et cette série a absolument tout pour plaire, et je ne parle pas du côté émotionnel, car ça, je vous laisse le découvrir.
Stranger Things. Le ciné du geek aime Stranger Things tout simplement car elle représente tout ce qu'un geek à mon sens aime voir sur le grand ou petit écran. C'est une série qui aurait tout à fait pu être écrite ou inspirée par Stephen King, beaucoup d'éléments faisant penser à ça par exemple, avec la petite villette d'Amérique, les groupes d'enfants, les créatures ou même les Goonies, mais elle aurait pu également être réalisée par Steven Spielberg dans la poésie qu'elle importe dans certaines scènes, notamment les scènes fantastiques, comment ne pas penser par exemple à E.T. sans vraiment spoiler, et dans l'attachement des personnages, en gros ce sont deux artistes majeurs de notre siècle qui ne sont certes que des références et ne font pas partie de la production de la série, mais qui montrent à quel point cette série est de qualité. Honnêtement je ne serai pas vraiment objectif sur cette dernière, même si je sais qu'objectivement tout n'est pas parfait, cela n'empêche qu'en 3 saisons j'ai sans doute passé mes meilleurs moments devant la télé depuis une certaine série nommée Lost pour ma part. Ici, nous sommes en 1983 à Hawkins, dans l'état de l'Indiana. Will Byers, un jeune garçon de 12 ans, disparaît subitement. Le chef de la police, Jim Hooper, va être amené à enquêter sur le projet controversé d'un laboratoire national de Hawkins du département de l'énergie, qui semble a priori être la cause de l'apparition de phénomènes, on va dire, plutôt surnaturels. En bref, le scénario est efficace, l'univers enchanteur et horrifique, à la fois les personnages attachants et franchement puissants. Ajoutez à tout cela un soupçon de bande son très 80s, efficace, nostalgique, angoissante, surprenante, attachante, brillante. Voici quelques adjectifs qui marquent selon moi cette série. Et bien voilà, mon top 10 s'arrête ici, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et me donner peut-être vos séries que je n'ai pas vues. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao à tous!